Et nous retrouvons donc Thierry Mariani. Bonjour Thierry Mariani. Bonjour. Alors vous vouliez évidemment revenir sur ce discours du vice-président Vance. On en a un peu parlé ce matin avec Richard de Sèze, mais je vous laisse donner votre avis pour commencer. Écoutez, à Bruxelles, c'est la douche froide. C'est même pas la douche froide, quoi. Les gens sont complètement perdus. Cette semaine, on sort d'une semaine de session à Strasbourg. Et ce discours a fait vraiment l'effet d'un traumatisme. Je pèse mes mots, d'un traumatisme. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne joue en fait depuis un certain temps à se croire incontournable et à se croire, j'allais dire, surpuissante. Et en réalité, on découvre que en un mois, le président des élus, le président des États-Unis, remet les pendules à l'heure. Et finalement, tout le monde réalise qu'on n'a pas les moyens de répondre. Et c'est vraiment, je vous assure, une sorte de traumatisme pour beaucoup d'adeptes de l'Union européenne qui réalisent qu'aujourd'hui, on est suspendu au bon vouloir de M. Trump, qu'il s'agisse de l'Ukraine, qu'il s'agisse de l'OTAN, qu'il s'agisse même des finances à terme de l'impact sur les finances que pourraient avoir ces événements sur l'Union européenne. Bref, c'est un véritable traumatisme. Et puis, d'autre part, c'est aussi une formidable leçon. Parce que si on reprend le discours de Vance, vous en avez longuement parlé, mais enfin, d'abord, la démocratie européenne et ses menaces intérieures, quelle leçon, quoi. Il faut oser dire la principale menace, elle est d'abord chez vous. Vous refusez de défendre un certain nombre de valeurs, et notamment la liberté. Et la menace chinoise ou la menace russe, c'est peut-être pas la plus importante. Une critique des élites européennes, comme rarement les élites européennes en avaient vécu sur leur territoire. Il faut quand même avoir le culot, le courage et l'audace de dire devant ces élites européennes, mais vous faites des atteintes à la liberté d'expression. Regardez par exemple cette élection en Roumanie que vous avez annulée. Et puis aussi une gifle dans toutes les préoccupations de l'Union européenne, parce que expliquer que l'immigration massive est un problème majeur, c'est le désarroi face à tous ceux qui nous expliquent que l'Union européenne ne peut trouver son salut que dans l'immigration massive. Donc, un véritable traumatisme, et l'Union européenne s'est réveillée après cette conférence en disant « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et je ne vous cache pas qu'on sort d'une semaine à Strasbourg. Alors, le discours a eu lieu au milieu de la semaine, mais qui était assez surréaliste. Pourquoi ? Parce que d'habitude, il y a des discussions de textes, il y a des projets bons ou mauvais. Une fois de plus, depuis la nouvelle mandature, il n'y a quasiment rien eu pendant cette semaine. Je vais vous dire, on a passé une matinée à discuter sur le premier anniversaire de la mort de Navalny. Notre discussion ne change pas grand-chose, mais ils se sont fait plaisir. On a discuté une demi-journée sur l'anniversaire des 3 ans de la guerre en Ukraine. Là aussi, ça ne change pas grand-chose. On a répété comme d'habitude que l'Ukraine allait gagner et qu'on le soutiendrait jusqu'au bout. Et puis après, on a voté des résolutions. J'ai noté en vrac, tellement ça devient grotesque, sur le Bangladesh, le Nigeria, la République du Congo, la Géorgie. On a même on a parlé rapidement du fameux sommet européen consacré à la défense. On l'a déjà oublié, c'était le 3 février. Je dis on l'a déjà oublié puisque ça ne vous a pas échappé. Aujourd'hui, on a une réunion sur la défense à Paris, avec un certain nombre d'interlocuteurs européens. C'est dire que les sommets européens se succèdent et sans vraiment rien décider, et que tout le monde est complètement perdu en ce moment. Oui, c'est un effet de communication. Et puis d'ailleurs, cette réunion, parlons-en, puisque c'est quand même la réaction d'Emmanuel Macron à notre échec en Ukraine. Oui, c'est la réaction d'Emmanuel Macron, mais c'est aussi, je le répète, un aveu d'échec de l'Union européenne. D'abord, vous avez remarqué que les pays qui se réunissent, on compte d'abord la Grande-Bretagne, qui n'est plus dans l'Union européenne. Moi, ça m'inquiète toujours quand pour des réunions de défense, il y a la Grande-Bretagne, parce qu'en général, l'une des bases de la politique étrangère de la Grande-Bretagne, c'est toujours que sur le continent, il n'y ait pas d'acteur majeur, ce qui lui permet de continuer à régner. Je me permets quand même de rappeler, aujourd'hui c'est un fait reconnu et établi, qu'au moment où
quelques mois après le début de la guerre en Ukraine, il y avait un accord qui avait été signé et acté par les négociateurs. M. Boris Johnson a expliqué à M. Zelensky qu'il ne fallait surtout pas le signer. Ouais. Résultat, depuis 2 ans, des hommes meurent, tout simplement parce que les Britanniques sont venus une fois de plus mettre leur grain de sel. Ensuite, tous ces pays qui se réunissent ont des préoccupations différentes. Aujourd'hui, le pays qui fait le plus d'efforts en matière de défense, vous le savez, c'est la Pologne. En forme de croissance d'efforts de défense. Sauf que la Pologne dit très clairement qu'elle veut garder ses troupes sur son sol. Et on la comprend. Elle est aux frontières avec la Russie. Et qu'en aucun cas, elle a envie de transférer une partie de ses troupes aux frontières ukrainiennes. Emmanuel Macron, qui je crois rêve d'opérations militaires, j'ose pas dire de guerre, pour redorer son blason, en est à proposer d'envoyer des troupes françaises. Je rappelle quand même que le front, à l'heure actuelle, fait 2000 km de longueur. Et les experts militaires, je lisais, nous disent que l'armée française serait en état matériel de tenir à peu près 80 à 100 km de front au maximum. C'est-à-dire que s'il faut envoyer des troupes pour garantir la paix, d'abord, je le dis et je le répète, je pense que ce serait une erreur et j'y suis totalement hostile. Mais deuxièmement, techniquement, ce serait extrêmement difficile. Donc encore un sommet où, à mon avis, je peux déjà vous écrire la conclusion, on ne lâchera pas l'Ukraine. On soutiendra l'Ukraine jusqu'au bout. Le problème, c'est que l'histoire est déjà écrite. Vous savez, il y a 2 ans déjà, je ne cessais de dire cette guerre finira pour les Ukrainiens comme pour les Kurdes au Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'on a beaucoup utilisé les Kurdes dans les combats de rue à Raqqa, Mossoul, là où il y avait d'énormes pertes. On les a, idéalisés dans la propagande officielle. Souvenez-vous des régiments de femmes, de Kurdes, etc. Et puis, d'un coup, on les a laissés tomber. On les a laissés tomber face à qui ? Face aux Turcs, qui en ont massacré une partie à Afrin, parce que notre objectif était rempli, Daesh était affaibli, et je pense que ce sera exactement la même chose pour l'Ukraine. Les Ukrainiens seront malheureusement les victimes de toute cette histoire, parce que l'Occident, l'Europe, se sera servi d'eux pour affaiblir un peu la Russie. Mais finalement, aujourd'hui, l'Europe découvre qu'elle n'aura pas les moyens de les sauver. D'autre part, on aura quasiment très peu de moyens pour la reconstruction de l'Ukraine. Et finalement, les Ukrainiens seront les grands perdants et découvriront qu'il ne faut rarement faire confiance aux promesses de l'Union européenne. Ouais, je crois qu'ils ont commencé à le comprendre si on se fie aux derniers propos de Volodymyr Zelensky. Thierry Mariani, on profite de vous avoir. Vous vouliez aussi dire quelques mots sur l'effet Retailleau en ce moment. Oui, je suis assez surpris par... il y a des modes, voilà. On a eu l'effet Copé, l'effet Fillon, l'effet Bellamy, l'effet Zemmour, l'effet Pécresse. Maintenant, on a l'effet Retailleau. Je ne crois pas à tous ces effets. C'était Jean-Yves Tanguy qui rappelait que le seul effet qui a été durable, finalement, c'était l'effet Sarkozy. Pourquoi ? Parce que entre 2002 et 2007, il avait les moyens de sa politique. Et... dans les effets, il y a ceux qui peuvent mais n'ont pas voulu. C'est le cas de Nicolas Sarkozy. Je pense que, et je l'ai soutenu, s'il avait vraiment voulu, on aurait pu vraiment réorienter, changer la France. Il avait la majorité au Parlement, il avait la majorité au Sénat. Et puis il y a ceux qui veulent mais qui ne pourront pas. Et je pense que M. Retailleau fera partie de cette liste parce que, d'abord, il est loin d'avoir gagné les élections, mais je le rappelle quand même qu'il est dans un gouvernement où le ministre de l'économie est ouvertement socialiste, ne cache pas que pour lui, l'immigration est une chance, ne cache pas que pour lui, les chefs d'entreprise doivent être plus, pénalisés. Mais M. Retailleau est dans un gouvernement non seulement qui est socialiste, mais si demain il gagnait ou il avait le pouvoir au présidentiel, il n'aurait aucune majorité à l'Assemblée nationale pour faire son programme. Et donc, ma réflexion, c'est toujours de dire attention aux effets. Regardons qui tient le bon discours et regardons surtout qui aura le moyen de l'appliquer. Et je ne suis pas là pour faire de la propagande, mais aujourd'hui, le bon discours, je pense que le Rassemblement national, Marine et Jordan le tiennent, et que quand on voit les résultats électoraux, eux peuvent enfin avoir les moyens de tenir et d'appliquer ce programme.
On verra ça aux prochaines présidentielles. Mais effectivement, c'est ce que nous expliquait aussi un peu Tom Benoît il y a quelques instants, c'est que ce qui pourrait redresser la France, finalement, c'est pas beaucoup plus que du bon sens et une gestion en bon père de famille aujourd'hui, Thierry Mariani. Oui, et puis se recentrer sur nos besoins. Les Américains nous reprochent, et encore la France est une exception, on continue à entretenir une force nucléaire et on continue à avoir une armée qui certes a moins de moyens qu'avant, mais existe. On nous reproche de ne pas, par exemple, privilégier la défense. Faut dire que pendant des années, on a privilégié le système social et que quand on a un système social qui est extrêmement généreux pour tous ceux qu'on accueille chez nous, qu'ils respectent ou non nos lois, forcément, c'est l'argent qu'on y consacre, c'est de l'argent qui manque ailleurs. Donc il faut aussi avoir le courage intellectuellement, comme M. Vance le rappelait, de se souvenir quels sont nos intérêts et d'autre part d'avoir le courage de les défendre, même si une bonne partie de l'opinion publique ou de certains médias s'y opposent. Merci Thierry Mariani, on va finir sur ces mots et puis on se retrouve lundi prochain. Merci. Merci, bon courage.